Le soleil de midi frappait Dakar avec la force d'un marteau divin. La poussière ocre de Grand Yoff montait en tourbillon sous les pas pressés des passants, couvrant les étals de mangues trop mûres et de poissons séchés. Dans cette chaleur suffocante, où l'air semblait vibrer de lassitude, Moussa Diop tirait péniblement sa vieille charrette rouillée. Ses bras maigres brillaient de sueur, ses épaules creusées témoignaient des années passées à lutter contre un destin trop lourd. À chaque coin de rue, il criait « Eau fraîche, eau fraîche !» Quelques pièces tombaient ici et là dans sa vieille boîte en plastique fendu, mais jamais assez pour combler le vide de son estomac, ni celui de ses enfants. Dans la cour délabrée qu'il appelait « maison », Aïssatou lavait le linge des voisins contre quelques billets. Ses mains, fendilées par l'eau froide et la lessive bon marché, n'avaient plus la douceur d'autrefois. Pourtant, lorsqu'elle passait la main sur la tête de son fils Malik ou caressait la joue de sa petite Mariama endormie, il semblait que la tendresse renaissait entre ses doigts meurtris. Ce soir-là, après une journée sans grande vente, Moussa rentra tard. Il trouva Aïssatou assise sur le vieux tapis effiloché, les enfants endormis contre elle. Dans la pièce, l'odeur persistante de la soupe claire au niébé révélait la pauvreté du repas. Moussa la regarda, le regard vide, épuisé. Il s'effondra sur le tapis, les bras en croix. Aïssatou, je ne peux plus continuer comme ça. On est condamné à mourir pauvre si je ne fais rien. Elle baissa les yeux, sachant qu'il avait raison. Mais ce qu'elle craignait plus que la pauvreté, c'était la soif dévorante de grandeur qu'elle lisait de plus en plus souvent dans les yeux de son mari. Cette soif qui efface la patience, la sagesse et parfois l'amour. Dehors, le muezzin lança l'appel à la prière depuis la petite mosquée du quartier. Un vent chaud souleva un nuage de poussière qui s'infiltra par les fenêtres brisées. Et dans ce chant mélancolique du soir, un pressentiment s'installa dans le cœur d'Aïssatou. Quelque chose était sur le point de changer et pas nécessairement pour le meilleur. À l'aube, avant même que les premiers rayons du soleil ne percent l'horizon de Grand Yoff, Aïssatou était déjà debout. Ses gestes étaient précis, presque mécaniques. Elle pliait soigneusement les pagnes usées, rangeait le peu de vaisselle ébréchée qu'il possédait, puis vérifiait si les enfants avaient encore des vêtements à porter pour la journée. Malik, à 8 ans, avait pris l'habitude de s'occuper de sa petite sœur Mariama, qui en avait à peine 5. Ensemble, ils accompagnaient souvent leur mère jusqu'au lavoir public, où elle passait ses journées à frotter les habits des plus riches. « Maman, pourquoi on ne va plus à l'école ?» demanda Malik ce matin-là, les yeux baissés, tirant sur son short devenu trop court. Aïssatou s'arrêta un instant. Ce genre de question lui transperçait le cœur, plus violemment que n'importe quelle douleur physique. Au lavoir, la journée s'annonçait rude, les seaux d'eau étaient lourds, l'eau était froide malgré la chaleur de l'air, et ses doigts, déjà abîmés, souffraient à chaque mouvement. Mais Aïssatou avait cette force qu'aucune épreuve ne semblait pouvoir briser. Son esprit répétait comme une prière silencieuse. Pendant qu'elle frottait les vêtements, les autres femmes du quartier parlaient fort des nouvelles du jour. On racontait qu'un grand chantier allait bientôt s'ouvrir à la corniche, qu'il y aurait des centaines d'emplois. Les hommes les plus jeunes du quartier se préparaient déjà à se présenter. Le soir, de retour à la maison, Aïssatou retrouva Moussa, encore plus taciturne que la veille. Il fixait le mur nu, les bras croisés, comme un homme face à un mur invisible qu'il n'arrivait pas à affranchir. « Moussa, j'ai entendu dire qu'un grand chantier démarre bientôt. » Peut-être que... Il leva la main pour l'interrompre. « Je sais, j'ai déjà pris ma décision. Demain, j'irai là-bas. Cette fois, tout va changer, Aïssatou. » Elle le regarda longuement. Ce n'était plus un simple espoir qu'elle lisait dans ses yeux. C'était une détermination froide, presque inquiétante. Cette nuit-là, tandis que les enfants dormaient, Aïssatou pria plus longtemps que d'habitude. Elle demanda à Dieu de garder son mari sur le droit chemin et de lui donner la force de traverser les tempêtes qui s'annonçaient. Car dans le souffle du vent qui passait entre les tôles de leur maison, elle crut entendre le murmure du destin. Allongé sur le matelas trop mince posé à même le sol, il fixait le plafond fissuré, ses pensées tourbillonnant comme la poussière soulevée par les vents de l'harmattan. Depuis des années, il portait cette sensation amère de n'être qu'un figurant dans sa propre vie, toujours en marge des réussites des autres.
toujours à compter des pièces alors que d'autres comptaient des billets. Il se souvenait de ses années de jeunesse, quand il arpentait les rues de Dakar avec des rêves plein la tête. À l'époque déjà, il rêvait de porter des costumes bien taillés, de conduire des voitures rutilantes sur l'autoroute de la Corniche, là où les riches prenaient le vent du large, sans se soucier des soucis du monde. Mais la réalité l'avait enfermé dans une prison de besoins non satisfaits et de promesses non tenues. Aïssatou dormait paisiblement à ses côtés, épuisée par la journée passée à frotter le linge des autres. Malgré tout, elle semblait en paix, et c'est cela qui énervait Moussa au fond de lui. Cette capacité qu'elle avait à supporter la pauvreté sans se révolter, à sourire malgré l'humiliation quotidienne. Il se leva sans bruit, sortit dans la cour. Le ciel de Dakar était dégagé, les étoiles brillantes comme des diamants inaccessibles. Moussa s'assit sur la vieille pierre au fond de la cour, son regard perdu dans l'infini. Demain, il irait sur ce chantier. Il ne voulait plus être un homme sans nom, un homme sans avenir. Il ferait tout ce qu'il faut, absolument tout, pour changer sa destinée. Il se fit une promesse ce soir-là, une promesse silencieuse, mais ferme. Plus jamais il ne tendrait la main pour mendier des miettes. S'il fallait briser des chaînes, il les briserait. S'il fallait franchir des lignes, il les franchirait. Dans cette nuit calme, où même les chiens errants semblaient silencieux, Moussa Diop, le vendeur d'eau fraîche, venait de tracer en lui-même la frontière entre l'homme qu'il avait été et celui qu'il était décidé à devenir. Mais il ne savait pas encore que cette frontière, une fois franchie, serait plus difficile à retraverser qu'il ne l'imaginait. Au petit matin, la ville de Dakar se réveillait lentement sous une lumière dorée. Mais à Grand Yoff, l'effervescence avait déjà commencé. Dans les ruelles étroites, la rumeur courait de bouche en bouche. Les Chinois étaient arrivés. Depuis plusieurs semaines, des camions pleins de matériaux de construction traversaient la ville, soulevant des nuages de poussière sur leur passage. On parlait d'un chantier colossal, un projet d'aménagement de la Corniche qui allait transformer le visage de Dakar. Routes élargies, immeubles luxueux, hôtels 5 étoiles, et surtout des centaines d'emplois à la clé. Moussa s'habilla rapidement, une vieille chemise à carreaux trop large, un pantalon élimé et ses sandales de plastique usées jusqu'à la corde. Peu importait l'apparence, ce qui comptait aujourd'hui, c'était d'être le premier à se présenter. Il ne prit même pas le temps de boire le café tout bas qu'Aïssatou avait préparé à la hâte. Aïssatou l'observa partir pas pressé, sans un regard en arrière. Elle connaissait ce genre de départ. Quand Moussa était dans cet état d'esprit, rien ni personne ne pouvait l'arrêter. Sur le chantier, la foule des demandeurs d'emploi était déjà compacte. Des hommes jeunes, des pères de famille, des désespérés, tous venus tenter leur chance. Ils étaient là, depuis l'aube, certains depuis la veille, dormant à même le sol pour être sûrs d'avoir une place. Les ingénieurs chinois, accompagnés de traducteurs sénégalais, observaient la foule avec détachement. Une liste de noms était dressée, des critères fixés, force physique, endurance et surtout obéissance. Moussa, malgré sa silhouette maigre, parvint à se faufiler jusqu'au premier rang. Quand vint son tour, il se présenta avec une assurance qu'il ne se connaissait pas. « Moussa Diop », demanda le recruteur en consultant son registre. « Expérience ? J'ai porté des charges toute ma vie. Je suis endurant et je n'abandonne jamais. » Le recruteur haussa un sourcil, jeta un coup d'œil à l'ingénieur chinois qui fit un signe discret. « Reviens demain à 5 heures. Si tu es à l'heure, tu auras du travail. » Moussa hocha la tête sans même sourire. Sur le chemin du retour, il marchait plus droit que d'habitude, les épaules relevées. Une petite lueur d'espoir s'était allumée en lui, mais au fond, c'était plus qu'un simple emploi qu'il venait chercher sur ce chantier. Il venait de mettre un pied dans un monde où tout pouvait basculer. Et dans sa tête, une voix murmurait déjà « c'est le début d'autre chose ». Cette fois, rien ne sera plus jamais comme avant. Le lendemain, à 4 heures du matin, Moussa était déjà debout. Il avait à peine fermé l'œil de la nuit, emporté par l'excitation et l'inquiétude. Dans l'obscurité de la petite chambre, il fixa un long moment le visage endormi de ses enfants. Puis, sans bruit, il se leva et s'habilla. Avant de franchir la porte, Aïssatou, qui ne dormait jamais profondément quand il était préoccupé, lui demanda d'une voix basse. « Moussa, tu es sûr de ce que tu fais ?» Il marqua un temps d'arrêt. « Ce n'est qu'un travail, Aïssatou.
Mais c'est peut-être le premier vrai travail qui peut tout changer. Elle le regarda partir, le cœur lourd. À 5 heures tapantes, il était devant les grilles du chantier, comme demandé. Une longue file d'hommes l'entourait déjà. Certains priaient à voix basse, d'autres restaient silencieux, figés dans l'espoir. Le contremaître, un grand gaillard sénégalais au visage fermé, fit l'appel. Lorsqu'il cria Moussa Diop, ce dernier répondit d'une voix forte et s'avança. La journée débuta sur des travaux pénibles. Il fallait décharger des camions entiers de sacs de ciment, de longues barres de fer rouillées et des palettes de briques. Sous le soleil de plomb, la poussière s'infiltrait partout, collant à la peau, asséchant la gorge. Mais Moussa ne faiblit pas. Il sentit ses bras trembler, son dos se plier sous la douleur, mais il refusa de s'arrêter. Il avait une place à prouver. Il avait une revanche à prendre. À midi, alors que certains se reposaient à l'ombre, lui continuait de travailler, les mains écorchées. Ce zèle attira l'attention du contremaître. « Toi, viens ici. » Moussa s'approcha, essuyant son front en sueur. « Tu veux gagner plus ? Je suis prêt à tout, répondit-il, le regard dur. Demain, reviens avant l'aube. On a besoin d'hommes solides pour accompagner les ingénieurs sur un autre site. Ce sera plus dur, mais mieux payé. Moussa sentit son cœur bondir dans sa poitrine. C'était la première fissure dans le mur qui lui barrait l'horizon depuis tant d'années. Ce soir-là, quand il rentra à la maison, il avait dans la poche un billet de 5000 francs CFA, plus qu'il n'avait gagné en une semaine de vente d'eau. Aïssatou l'accueillit avec un sourire discret, les enfants sautillant autour de lui. Il déposa le billet dans la main de sa femme. « Ce n'est que le début, Aïssatou. Je te l'ai dit, tout va changer. » Mais dans ses yeux, elle lut autre chose. Une lueur nouvelle, une impatience qui ressemblait à de l'avidité. Et pour la première fois, elle sentit une distance naître entre eux, légère, mais bien réelle. Elle se coucha tard cette nuit-là, veillant sur ses enfants, tandis que Moussa dormait d'un sommeil lourd, épuisé, mais étrangement satisfait. Dès les premiers jours sur le nouveau site, Moussa comprit qu'il avait franchi un seuil. Ici, ce n'était plus l'univers chaotique des ouvriers ordinaires. C'était un autre monde, fait de chantiers organisés, d'hommes en costume cravate descendant de 4x4 climatisés et de discussions feutrées où il était souvent question de millions. Les ingénieurs chinois, froids et méthodiques, parlaient peu mais observaient tout. À leur côté se trouvaient des intermédiaires sénégalais, des hommes bien habillés, aux parfums discrets mais coûteux, au regard toujours en mouvement. Ces hommes-là n'avaient jamais les mains sales, mais c'était eux qui décidaient qui pouvait entrer dans les cercles restreints des affaires. Moussa se rendait utile. Il ne se contentait plus de porter des charges, il proposait son aide pour organiser les livraisons, surveiller les autres ouvriers et prendre des initiatives. Il devint rapidement l'homme de confiance du contremaître, puis de plus en plus remarqué par les superviseurs. Un jour, alors qu'il terminait une journée exténuante, l'un de ces hommes en costume, un certain monsieur Diallo, l'interpella. « Toi, Moussa, c'est ça ?»« Oui, monsieur, répondit-il, la voix respectueuse. On m'a dit que tu es sérieux et surtout discret. » Moussa ne répondit pas tout de suite. Il savait qu'un mot travers pouvait fermer une porte avant même qu'elle ne s'ouvre. « Je fais ce qu'il faut, monsieur. C'est tout. » Monsieur Diallo esquissa un léger sourire. « Bien. Rends-toi demain soir à l'hôtel Terroubi. Une petite réunion d'affaires, tu n'as pas besoin de parler, juste observer et écouter. On verra si tu es à la hauteur. » Moussa sentit son cœur battre plus vite, l'hôtel Terroubi, un endroit où lui, vendeur d'eau il y a encore quelques semaines, n'aurait jamais osé poser un pied. De retour à Grand Yoff, il ne dit rien à Aïssatou. Ce n'était pas qu'il voulait lui cacher quelque chose, mais il sentait confusément qu'elle ne comprendrait pas, ou pire, qu'elle chercherait à l'en dissuader. Cette nuit-là, allongé près de sa femme et de ses enfants, Moussa ne trouvait pas le sommeil. Il se demandait à quoi ressemblerait cette réunion. Qui seraient ces hommes qui parlaient d'argent comme d'un simple outil? Il ignorait encore que ce rendez-vous marquerait le début d'un voyage sans retour. Le lendemain, Moussa quitta la maison bien avant l'heure du rendez-vous. Il avait emprunté une chemise presque neuve à son voisin Issa, qui, en échange, lui avait demandé de ne pas l'abîmer. Moussa avait aussi nettoyé ses chaussures de plastique jusqu'à les faire briller. Ce n'était pas grand-chose, mais il devait avoir l'air présentable.
Lorsqu'il arriva devant l'hôtel Teroubi, il resta un moment immobile à observer l'entrée imposante. Des voitures de luxe se garaient devant l'imposant bâtiment. Des hommes en costume impeccable et des femmes élégantes, parfumées, aux pas mesurés, allaient et venaient comme s'ils appartenaient à un autre monde. Moussa inspira profondément et franchit les portes vitrées. L'air frais de la climatisation le frappa comme une vague. Pour la première fois, il foulait des tapis épais et voyait de près le marbre des halls qu'il avait jusqu'ici seulement aperçu de loin. Un agent de sécurité le dévisagea, mais avant qu'il ne dise quoi que ce soit, Monsieur Diallo apparut dans le hall. « Moussa, viens !» Le ton était sec, autoritaire, mais ce simple appel devant témoin fit gonfler la poitrine de Moussa. Il suivit l'homme sans poser de questions. Ils entrèrent dans un salon privé, à l'écart du tumulte du hall. Là, autour d'une grande table de verre, se trouvaient 4 autres hommes. Des visages inconnus, mais à leurs montres et à leurs portefeuilles posés négligemment sur la table, Moussa comprit qu'il était entouré de puissants. Les discussions commencèrent rapidement. Les hommes parlaient de contrats de construction, de versements de commissions, de complicité avec des responsables de ministères. Il était question de marchés truqués, de signatures accélérées en échange de facilités. Moussa restait silencieux, observant et écoutant comme on lui avait demandé. Mais il comprenait vite. Ce n'était pas seulement de l'argent qu'il y avait ici. C'était un jeu de pouvoir où les règles étaient écrites par ceux qui n'avaient jamais connu la fin. Vers la fin de la réunion, M. Diallo se tourna vers lui. « Moussa, tu veux sortir de la misère? Vraiment, oui, monsieur, sans hésiter. Alors retiens bien ceci. Dans ce monde, l'argent n'a pas d'odeur. Ceux qui s'en sortent sont ceux qui savent fermer les yeux au bon moment et ouvrir la main quand il faut. » Moussa hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. En sortant de l'hôtel ce soir-là, il ne marcha pas directement vers Grand Yoff. Il longea la corniche, regardant les lumières des grands hôtels se refléter sur l'océan. Un monde s'était ouvert à lui, un monde dont il avait toujours rêvé. Mais il ne savait pas encore que plus les portes du luxe s'ouvrent, plus les chaînes invisibles se resserrent. Dès les jours suivants, Moussa entra dans un cercle dont il ne soupçonnait pas l'existence. Fini les charges lourdes et les mains abîmées. Désormais, il portait des chemises propres, parfois même repassées chez le tailleur du quartier, et circulait dans les taxis qu'il n'aurait jamais osé héler autrefois. Monsieur Diallo l'avait pris sous son aile, mais il n'offrait pas des conseils gratuits. Chaque geste, chaque mot, chaque opportunité était une leçon dissimulée derrière des promesses ou des menaces à peine voilées. Un après-midi étouffant, Moussa fut convoqué dans un bureau discret du plateau, le quartier des affaires. C'était un petit local sans enseigne, mais à l'intérieur, tout était d'un luxe discret. Fauteuils en cuir, vers climatisation réglée à la perfection. Monsieur Diallo était déjà là, assis derrière un bureau massif. Il le reçut sans sourire. « Moussa, il est temps que tu comprennes comment ce monde fonctionne vraiment. » Il sortit un épais dossier, le posa sur la table et l'ouvrit lentement. « Voici un appel d'offres pour la réhabilitation d'un tronçon de route à Rufisque. Budget 5 milliards de francs CFA. Tout est déjà décidé. Les jeux sont faits avant même la publication de l'annonce officielle. » Moussa ouvrit de grands yeux. 5 milliards, un chiffre qu'il n'avait jamais imaginé même en rêve. Nous avons besoin de petites mains pour faire circuler les documents, remettre des enveloppes aux bonnes personnes, s'assurer que certains fonctionnaires ferment les yeux et que d'autres mettent les tampons au bon moment. Il marqua une pause, scrutant Moussa. « Ce n'est pas propre, mais c'est comme ça que les routes se construisent et que les tours s'élèvent, tu comprends ?» Moussa sentit un frisson le parcourir, mais il hocha la tête. Il avait déjà franchi la première limite, il n'était plus question de reculer. « À partir d'aujourd'hui, tu es l'un des nôtres. Mais souviens-toi, dans cette affaire, il n'y a pas de place pour les faibles. Si tu parles trop ou si tu refuses d'obéir, tu disparaîtras du jeu. » Ce soir-là, Moussa rentra à Grand Yoff plus tard que d'habitude. Il traversa les ruelles sombres sans même vraiment voir les enfants qui jouaient pieds nus, femmes épuisées assises devant les maisons en tôle. Lorsqu'il entra dans la cour, Aïssatou était debout, les bras croisés, inquiète. « Moussa, où étais-tu encore ?» Il la regarda sans répondre, son regard plus froid que jamais.
Je construis notre avenir, Aïssatou. Tu comprendras bientôt. Mais elle, dans l'ombre de cette nuit étouffante, sentit son cœur se serrer. Ce n'était plus l'homme qu'elle avait épousé qui se tenait devant elle. C'était un homme happé par un monde qui avalait les hommes une bouchée à la fois. Le changement chez Moussa ne fut pas progressif. Il fut brutal, comme si l'homme qu'Aïssatou connaissait avait été arraché de son propre corps pour faire place à un autre. Les premiers signes furent visibles dans son apparence. Il acheta des vêtements neufs, des chemises bien coupées, des pantalons sans trous, des chaussures en cuir lustré qu'il alignait soigneusement sous le lit. Puis vinrent les accessoires. Une montre dorée, fausse sans doute, mais étincelante, des lunettes de soleil qu'il portait même quand le ciel était couvert. Il rentrait de plus en plus tard, prétextant des réunions, des rendez-vous d'affaires. Lorsqu'il rentrait, son téléphone ne cessait de vibrer. Il le gardait serré contre lui, refusant de le poser même un instant. Aïssatou le regardait s'éloigner jour après jour. Elle n'était plus sa confidente, encore moins sa partenaire de vie. Elle était devenue une présence muette dans une maison qui ne résonnait plus des discussions et des rires d'autrefois. Un soir, alors qu'il rentrait plus tôt que d'habitude, il déposa sur la natte un gros sac de riz, de l'huile, du sucre, des denrées qu'Aïssatou n'avait plus vues en quantité depuis des années. « Voilà, dit-il en s'essuyant le front. Les choses avancent. Prépare-toi, bientôt nous quitterons ce quartier. » Elle le regarda avec méfiance. « Et cette richesse soudaine, Moussa ? Tu ne veux toujours pas me dire d'où elle vient ?» Il eut un sourire froid. « Tu veux qu'on reste ici à crever de faim toute notre vie ? J'ai trouvé un moyen d'en sortir. C'est tout ce qui compte. » Cette nuit-là, Aïssatou sentit pour la première fois que son mari parlait un langage qu'elle ne comprenait plus. Il fit même des plans pour quitter Grand Yoff. « Ce quartier n'est plus à notre niveau, Aïssatou. J'ai trouvé un appartement à la cité Cœur Gorgui, un vrai appartement avec carrelage, eau courante et même la climatisation. » Mais quand il prononça ces mots, il ne parla pas d'eux, mais de lui. « J'ai trouvé un appartement. » Aïssatou comprit que dans cette nouvelle vie qu'il bâtissait, il n'était plus question d'elle. La pluie tombait drue ce matin-là, lavant la poussière de Grand Yoff et transformant les ruelles en coulées de boue. Aïssatou préparait le petit déjeuner pour Malik et Mariama, quand un coup de poing brutal résonna contre la vieille porte en bois. Elle sursauta, s'essuya les mains sur son pagne et alla ouvrir. Deux hommes massifs, inconnus, se tenaient là, les visages fermés, les vêtements humides. « C'est ici que vit Moussa Diop », lança l'un d'eux d'une voix sèche. Aïssatou hésita avant de répondre. « Oui, mais il n'est pas là. »« Que lui voulez-vous ? On ne cherche pas lui, on est là pour vous. Ordre du propriétaire, vous devez quitter cette maison avant la fin de la journée. » Aïssatou sentit son cœur s'arrêter. « Mais comment ça ? Nous avons payé le loyer du mois. Ce n'est plus une question d'argent. Votre mari a fait les arrangements nécessaires. Cette maison est déjà promise à quelqu'un d'autre. » Les deux hommes déposèrent un papier froissé sur la petite table et s'en allèrent sous la pluie. Aïssatou attrapa le document. C'était une notification d'expulsion, sommairement rédigée, sans même la signature officielle du propriétaire. Quelques heures plus tard, Moussa rentra enfin. Il portait un costume clair, tout juste sorti du pressing, et une nouvelle paire de lunettes de soleil qu'il avait posées négligemment sur son front. « Moussa !» cria Aïssatou, les yeux rougis par la colère et les larmes. « Explique-moi ce qui se passe !»« Ces hommes sont venus nous chasser. » Il resta un moment silencieux, puis, avec un calme qui glaça Aïssatou, il dit « Je t'avais prévenu, cette vie est derrière nous. Je vais me marier avec une autre femme, une femme qui correspond à ma nouvelle vie. » Aïssatou eut du mal à comprendre, comme si les mots mettaient du temps à atteindre son esprit. « Tu vas te marier ? Et nous, tes enfants ?» Moussa évita son regard. « Je vous ai assez porté. J'ai souffert pour vous pendant des années. Maintenant, il est temps que je pense à moi. Vous trouverez bien où aller, Aïssatou. Tu es forte. » Il se détourna, laissa quelques billets froissés sur la table et s'en alla sans un regard en arrière, ses chaussures éclaboussant la boue sur son passage.